Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er. Cadre juridique. METHODOLOGIE et PROBLEMATIQUE. Première partie. Le cadre juridique. A. De la notion d'enfermement à celle de protection de l'enfance et de prise en charge. Les premières lois se rapportant au domaine de l'enfance et de sa protection vont apparaître à partir des années 1880. La notion de protection s'étend sur un domaine relativement vaste si l'on se réfère à la définition du petit Larousse, protéger, du latin protegere qui veut dire couvrir devant, en avant, abriter. Une notion de garde du corps et de défenseur y est également admise. Protection, action de protéger, statut, système qui peut en résulter sur un plan administratif ou judiciaire. Cette définition nous indique que la démarche s'exerce sur un plan bien précis. Tout d'abord, un sujet est inscrit dans une communauté pour lequel l'organisation sociale a prévu des lois de protection obligatoires et contraignantes. En second plan, il s'agit d'évaluer que le sujet n'est pas en mesure d'engager seul sa protection. Ceci implique la nécessité que quelqu'un d'autre l'accomplisse pour lui. La loi du 24 juillet 1889 concerne la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. C'est la première fois qu'est introduite dans la législation la notion de déchéance paternelle consistant dans le retrait total ou partiel des droits qui s'attachent à la puissance paternelle. La loi du 19 avril 1898 est relative aux violences, voies de fait, actes de cruauté. Ce texte permet au juge, dès l'instruction et ce à titre provisoire, de retirer l'enfant à sa famille pour le confier à un parent, à un tiers, un particulier ou l'assistance publique. Ces deux lois fondamentales permettent de situer la période où l'intervention judiciaire se positionne par rapport à l'autorité paternelle, dans une logique de contrôle et de sanction à la suite d'un passage à l'acte. PROTEGER la société. De l'enfermement à la colonie PENITENCIERE. Jusqu'à la Révolution française, enfermés sans procès, les mineurs troublant l'ordre public sont considérés comme amendables dans certains cas par la loi de 1791. Ceci a permis la création des bagnes d'enfants. Une communication du colloque ayant pour thème Jeunesse délinquante, jeunesse en danger. Une question de justice, organisée à la Sorbonne les 1er et 2 février 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de l'ordonnance de 1945, nous indique: les 8 premiers colons de Mettray en Touraine voient la vie en rose, ils viennent être choisis parmi les détenus de la prison de Fonterran pour aller inaugurer la colonie fondée par un prêtre sur les idées de Jean-Jacques Rousseau et Frédéric Auguste de Metz. Nous pouvons constater d'après cette communication que nous sommes passés d'une logique d'enfermement, mise à l'écart, à une conception éducative qui repose sur celle de l'enfant sauvage. Elle consiste à civiliser l'enfant, à œuvrer à la mise en forme de l'autre, de façon qu'il ne soit menaçant ni pour lui ni pour autrui. La notion de protection de l'enfance. L'enfant naturellement bon? En donnant la priorité absolue à l'éducation des mineurs plutôt qu'à leur enfermement, l'ordonnance de 1945 va progressivement amener à la fermeture des maisons de correction. C'est dorénavant le juge qui aura la mission de privilégier tous les moyens propices à une éducation adaptée à chaque cas. Il ne condamnera qu'en dernier ressort. C'est dans cette logique de protection de l'enfant que se situe l'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 pour sa protection administrative. Il est à noter que l'unification institutionnelle des interventions judiciaires et administratives agit à la fois sur le code pénal et sur le code civil. Art 375, elle marque ainsi le passage par un même filtre. La fusion de ces deux modalités d'action amène un contrôle dilué de l'autorité parentale. Nous sommes en présence de deux instances. D'une part, l'autorité judiciaire. L'éducation surveillée se transformera au début des années 1990 en service de protection judiciaire de la jeunesse, PJJ. Le terme surveillé a disparu. D'autre part, l'autorité administrative. Le président du Conseil général délègue son autorité aux responsables des services sociaux pour mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la prévention et à la protection des enfants. B. Les fondements de la prise en charge de la notion de risque à celle de danger.
La notion de danger est le facteur déclenchant d'un arsenal de mesures de la part de l'institution judiciaire pour protéger et/ou sanctionner le mineur. Le premier cas est celui où le mineur commet une infraction pénale, ce qui met en mouvement la protection pénale des mineurs. C'est le passage à l'acte. Le second cas est celui où le mineur court un danger, du fait des carences éducatives de son milieu familial. Le troisième cas est celui où le mineur est mis dans des conditions matérielles d'existence insuffisantes, notion d'intérêt de l'enfant. Dans le premier cas, nous avons affaire à une situation de nature paradoxale, car l'acte délictueux est dangereux pour autrui, socialement parlant, mais il est considéré également comme le symptôme du danger et à ce titre il est pris en compte par la loi de protection des mineurs, ordonnance du 2 février 1945. Les articles 375 du Code civil seront cités pour les autres formes de danger auxquelles seraient exposés les mineurs. Grâce aux éléments d'information en sa possession et à l'écrit professionnel qui les accompagne, le juge des enfants précise en quoi la situation qui lui est adressée présente un danger pour l'enfant. L'écrit professionnel est soumis à la seule appréciation du juge, laquelle prime dans l'étude des rapports d'enquête sociale et de signalement d'enfants en danger. Après l'étude de ces écrits professionnels nommés dans ce cadre, signalement d'enfants en danger, le juge des enfants ordonne une mesure de protection judiciaire ou classe le dossier sans suite s'il estime, selon les éléments qu'il a en sa possession dans le rapport, que l'enfant n'est pas en danger. Le signalement d'enfant en danger est donc le document écrit qui peut conduire à une prise en charge. Avant de traiter plus en détail la question de la prise en charge, son déroulement et ses objectifs, je traiterai du signalement d'enfants en danger dans l'écrit professionnel. Je citerai en avant-propos un article d'Olivier de Chantereine, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lille 3. Il est assez rare que le texte soit le fruit d'un travail réglé par une procédure formalisée. Le paradoxe est le suivant. Alors que ces écrits remplissent des fonctions vitales dans le dispositif de communication interne et externe des institutions, et qu'ils sont nécessaires à la formalisation des actes professionnels, la tâche elle-même est le plus souvent accomplie de manière informelle, s'apparentant à du bricolage. Les ajustements nécessaires renvoient à des normes implicites, sous-entendues, dont personne n'assume vraiment la définition ni la responsabilité mais qui s'imposent avec la force de l'évidence, parfois de la tradition et souvent échappent à toute investigation critique. Cette citation semble éclairer parfaitement le propos qui nous retient ici. La façon de faire émane d'un savoir acquis par l'expérience. Nul ne recèle dans ses tablettes le mode d'emploi de ses écrits professionnels. Tout devrait donc se faire comme si tout est su par chacun, sans jamais oser clairement le demander. L'écrit professionnel n'existerait-il que lorsqu'il est réalisé ? Sa trame, son objet ne s'élaborant qu'au fur et à mesure de sa rédaction ? N'est-ce pas un exercice de voltige en liberté surveillée, pour reprendre la terminologie juridique ? Il s'agirait de produire un document sans consigne précise, qui serait la propre émanation du travailleur social. Chacun se débrouillant comme il le peut avec cet acte à produire. Devons-nous le déplorer, ou est-ce une chance pour les auteurs et les intéressés ? Le texte est alors dactylographié et soumis à l'autorité hiérarchique, responsable de service ou directeur, avant d'être archivé afin qu'il puisse être consulté. L'écrit professionnel est par là même une activité qui requiert du temps pour celui qui écrit, comme pour celui qui lit. Il suppose un ralentissement, quasi un arrêt de l'action. Sa permanence ouvre sur la prudence, s'il le retarde du moins n'offre-t-il pas une garantie contre l'oubli. L'écrit a une vocation sociale, mais sa fonction de communication peut être isolée et les changements qui s'ensuivent différés. L'écrit professionnel ne serait-il pas un acte de communication qui amorcerait un changement, et par là même engagerait les différents protagonistes vers ce que l'on nomme dans le jargon une prise en charge ? Dans son ouvrage Les Mémoires en formation, Michel Guig-Durning propose de mettre en perspective des filiations et des fondements qui affleurent des conceptions, des discours qui ont fait et font évoluer le rapport au savoir, les attentes des responsables et des décideurs, le rôle des acteurs sociaux. Dans cette perspective, elle insiste sur ce que la philosophie des Lumières et plus particulièrement Kant a légué sur la fonction de l'écriture dans l'engagement politique. Le texte de référence sur lequel s'est appuyé Michel Guig-Durning est celui de Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? Paru dans le numéro de septembre 1784 de la revue Berlinische Monatschrift.
Pour Kant, un des droits sacrés de l'humanité est le droit au savoir. Grâce à lui s'amorce un processus de perfectionnement et d'amélioration infinie. Une révolution, au contraire, malgré son aspect spéculaire, se réduit à des bouleversements rapides et brutaux qui peuvent modifier l'organisation politique sans nécessairement toucher ce qui pour Kant est essentiel, une vraie réforme de la méthode de pensée. La condition, selon lui, pour entraîner une telle réforme étant la liberté plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom, à savoir celle de faire un usage public de sa raison dans tous les domaines. Précisant sa pensée, j'entends par usage public de notre raison celui que l'on fait comme savant de devant l'ensemble du public qui lit. J'appelle usage privé, celui que l'on a le droit de faire de sa raison dans un poste civil ou une fonction déterminée qui vous sont confiés. Michel Guig-Durning précise à ce propos. Cette distinction vient de la tradition athénienne. Les citoyens sur la place publique dans les délibérations politiques raisonnaient, argumentaient, et c'est pour pouvoir le faire en toute liberté que le citoyen devait être dégagé des obligations liées au travail. Cette distinction servait à séparer deux catégories d'hommes, les citoyens libres et les autres. Ainsi, la séparation entre le privé et le public ne passerait donc plus à l'intérieur du corps social, elle passerait d'autant plus intensément à l'intérieur de chaque individu, puisque son existence a deux faces, l'une publique et l'autre privée. C'est en ces termes que la difficulté d'écrire des rapports professionnels peut être abordée. Kant s'interroge. Un homme peut bien en ce qui le concerne ajourner l'acquisition d'un savoir qu'il devrait posséder mais y renoncer, que ce soit pour sa propre personne et bien plus encore pour la postérité, cela s'appelle violer les droits sacrés de l'humanité et les fouler aux pieds. Écrire pour Kant est un devoir et un engagement social et politique. Dans sa réflexion, la place occupée par l'écrit est décisive et révélatrice, elle fait le lien entre le devoir de penser par soi-même, la communication publique et le projet d'amélioration du fonctionnement social. L'écrit, selon Kant, a une destination universelle. Nous pouvons rapprocher cette vision de la question de l'écrit professionnel. Ce document ne se fait pas pour soi, il se fait pour quelqu'un d'autre. Il a un projet d'ouverture sur le monde. Écrire ne serait-il pas une obligation pour tout citoyen, et a fortiori pour tout travailleur social dans le cas qui nous concerne ? En d'autres termes, comment s'acquitter de la dimension publique et privée lorsque l'élaboration de la pensée passe forcément en première instance par un filtre privé ? Le citoyen savant comme le travailleur social ne serait-il pas disposé au même poste ? Leur mission première étant un legs, une mémoire pour l'humanité ? L'environnement professionnel. Le président du Conseil général se voit confier par la loi une mission de prévention et de protection des mineurs. Dans son article L 221.1 du Code de l'action sociale et des familles, le service de l'aide sociale à l'enfance, ASE, apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La loi du 10 juillet 1989 a encore accentué les missions de prévention des mauvais traitements sur les mineurs. L'aide sociale à l'enfance est un ensemble de moyens diversifiés, regroupant des actions collectives et des prestations individuelles. Les interventions se situent dans les prestations individuelles, car le service de l'ASE est une des instances à qui le juge des enfants peut confier une mesure ou prise en charge, s'il estime que ce service peut répondre à la problématique rencontrée par le mineur. Ceci implique que l'ASE gère des situations de type judiciaire qui tombent sous le coup d'une ordonnance de placement provisoire, et des situations administratives relevant du recueil ou de l'accueil temporaire. La différence majeure et fondamentale se situe dans l'état de la demande ou des demandeurs d'aide, et leur capacité à protéger ou non leur enfant. Les parents sont toujours détenteurs de l'autorité parentale. Ils ont à l'égard de leurs enfants des droits et des devoirs. Dans le premier cas, les services sociaux qui organisent la prévention ou l'éducation nationale signalent une situation pour laquelle la sécurité, la moralité et la psychologie de l'enfant sont gravement menacées ou en danger, lors de violences sexuelles ou de mauvais traitements ou d'abus sexuels. Les mesures prises par le juge des enfants sont des mesures protectrices et coercitives. La notion d'obligation est alors prononcée. Les services concernés se doivent d'exercer cette protection sur les enfants et leurs familles. Nul n'a le choix dans cette perspective.
Le second volet de ces mesures sont des prestations d'aide sociale à l'enfance. Elles font apparaître une demande de la famille ou de l'enfant. Ces aides à domicile se caractérisent sous la forme d'aides financières, d'aides éducatives en milieu ouvert, AMOA, ou de prestations sociales et familiales par l'intervention des TISF, travailleurs d'intervention sociale et familiale. La personne ne vient pas demander la charité, ni mendier un secours, mais est citoyenne et usagère d'un service public. Elle a droit à être reçue, à voir sa demande étudiée, à obtenir ce qui correspond à ses besoins, à avoir des décisions motivées. Ceci implique que les usagers, lorsqu'ils ont à faire une demande, ont recours à un travailleur social, c'est-à-dire un représentant d'un service et non à une personne privée. Le travailleur social doit rendre des comptes sur les demandes qui lui sont adressées, sur ce qu'il fait, comment il le fait et quel sens motive ou conduisent ses actes et sa pensée. Un certain nombre de lois protègent la liberté des usagers et à ce titre, impliquent une rigueur, une déontologie et une éthique dans le traitement des demandes. 1. La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, NIL, donne à toute personne le droit de connaître et de contester les informations personnelles détenues sur elle dans un document informatisé. 2. La loi du 17 juillet 1978 étend cette possibilité d'accès à tout document administratif de portée générale, ainsi qu'aux documents de caractère nominatif concernant les demandeurs, accès au dossier. 3. Le décret du 17 mars 2002, modifiant le nouveau Code de procédure civile, relatif à l'assistance éducative, légifère la transparence et le débat contradictoire. Pour ce faire, ce décret accorde aux familles, parents et mineurs, concernés par une mesure d'assistance éducative. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.